Nous avons déjà vu les séquelles de la vie avec des ou un parent narcissique. On a vu un petit peu ce qui caractérisait la mère narcissique et les problèmes qui pouvaient en découler. Et là, le tour est donc venu au père narcissique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça peut mener et qu'est-ce qu'on peut y faire? Bienvenue à cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi que hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller faire un tour sur mon site principal, malka.fr. Là, il y a une rubrique qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Vous pouvez en savoir plus sur moi. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi si vous en avez envie ou besoin. Maintenant, on va passer au père narcissique. Alors, qu'est-ce qui distingue ce fameux père narcissique? Son levier principal, c'est le statut, l'autorité et le regard des autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vous coller en permanence pour vous tenir. Sa position suffit. À table, sa parole clôt toute discussion. Personne ne le reprend. Et les enfants devenus adultes, ils se taisent encore devant lui par réflexe. Mon père, il pouvait me faire fermer voilà, rien qu'en me regardant, même au travers de la pièce. Boum, c'était très efficace. Ce qui compte pour le père narcissique, c'est ce que vous renvoyez de lui à l'extérieur, parce que vous existez pour ce que vous montrez de lui. Alors, il va par exemple présenter sa fille par son poste. Voilà, ma fille, elle est directrice financière. À propos, elle s'appelle Sabine. Il dit presque avant de dire son prénom, parce que le titre de sa fille le valorise lui. Il vous évalue à votre utilité pour son image. Votre valeur va monter ou elle va descendre selon ce que vous lui rapportez en image. Si vous avez le malheur d'être un fils qui va quitter la grande école pour devenir artisan, parce que c'est ce qui vous plaît, du jour au lendemain, vous allez devenir la honte de la famille. Quel que soit votre épanouissement réel, ça on s'en fout, mais ça ne le fait pas briller de la même façon. Oui, voilà. Sa domination va passer par la place qu'il occupe dans la famille. C'est le rôle du père qui décide, qui juge, qui tranche. Et on peut arriver à des familles où on peut voir qu'à 40 ans, les enfants demandent encore son avis avant qu'ils prennent une décision importante par automatisme ou par peur des retombées si c'est pas fait. Si vous avez une réussite, il va s'approprier. C'est simple. Par contre, votre échec, il va pas se l'approprier. Et par contre, il va vous le faire payer. Ça va être un vrai affront. Vous avez un bon bulletin de notes en tant que gamin, il va le raconter partout. Il tient ça de moi. Dans la famille, on est tous émateux. Mauvais bulletin, tu me fais honte devant les collègues, mais comment est-ce que tu peux me faire ça à moi? Vous l'avez peut-être pas fait pour lui, contre lui. Donc là, vous voyez déjà le portrait du père narcissique. Et un petit peu comme la mère, ça prend du temps avant qu'on puisse mettre le doigt dessus et le nommer. Parce que l'autorité d'un père, déjà à la base, ça se questionne pas. Elle passe pour, entre guillemets, normal. Un enfant qui va se plaindre de son père, on va lui dire écoute, c'est ton père, tu lui dois le respect, point à la ligne. Et le sujet, il est clos avant même d'avoir commencé. Non, tu critiques pas ton père, écoute, il travaille toute la journée, voilà, blablabla, donc faut lui la paix, quoi. Et le truc, c'est que l'image du père dur, distant, exigeant, à la base, vu de l'extérieur, ça ressemble à un père standard, quoi, comme les autres. Oui, distance, exigence, froideur, tout ça, c'est c'est la génération. C'est voilà, un père qui dit jamais je t'aime et qui vous félicite jamais, c'est c'est un homme d'une autre époque où il est très dur, il a toujours été très travailleur, et puis voilà, c'est jamais vu comme un problème. Et en plus, vous avez le problème que plus une culture va imposer le respect du statut, plus il est protégé. Dans les milieux, dans les cultures où on va respecter le statut, où on va respecter l'âge, même quand ce respect n'est pas mérité, tout le groupe va couvrir la personne. Il y a beaucoup de familles où on ne contredit jamais l'aîné.
si votre père, par exemple, est le fils aîné de la famille, même ses frères et sœurs ne vont pas oser le contredire. Tout simplement, ça se fait pas. Les abus vont être validés par l'entourage et ça, rien que ça va être toute l'atmosphère en quelque sorte. Rien que ça va ça va rappeler l'enfant à l'ordre. Et bon, après, en tant qu'enfant, surtout, on n'a pas les mots pour nommer ce qu'on est en train de subir. Euh, enfin, surtout que quand votre père vous humilie, alors déjà, on peut avoir l'idée que bon, bah, c'est comme ça, tous les pères humilient leurs enfants pour les endurcir, entre guillemets, et c'est logique parce que vous avez jamais connu autre chose. Et puis, ben, vous avez aussi un petit peu, vous avez vous culpabilisez parce que, bah oui, j'ai eu des mauvais résultats, bah oui, j'en ai pas fait suffisamment, bah oui, c'est moi le problème. Donc, du coup, vous avez ni les mots, ni les concepts, ni les comparaisons. Et donc, vous finissez par croire que le problème, c'est vous. Vous n'avez pas de mots, vous ne pouvez pas le décrire, et donc vous retournez la faute contre vous. Et c'est seulement quand vous arrivez à 30, 40, 50 ans, des fois même plus que 50 ans, j'ai vu des personnes qui ont seulement commencé à réagir à l'âge de 60 ans. C'est en observant la famille d'un ami ou autre chose, etc., que vous réalisez que, en fin de compte, ce que j'ai vécu, c'était pas normal. Parce que vous êtes pris un petit peu dans tous ces mécanismes, et au quotidien, il y en a beaucoup, hein. Alors, il va y avoir que vous gagnerez son affection par vos résultats. Si vous avez un résultat plutôt moyen, il va se détourner. Son affection, c'est une monnaie, et c'est une monnaie que vous devez mériter. Donc, il va être chaleureux la semaine où vous gagnez un tournoi, ou au pire, ou au mieux plutôt, ben, au moins il va pas vous taper dessus. Donc, il va pas être satisfait, il va pas être chaleureux, mais au moins, il va rien dire, il va rien faire. Et puis, eh ben, si vous avez de mauvais résultats, si vous perdez, il va être muet, glacial, et ouvert des reproches. Vous êtes le prolongement de son image, d'accord? Votre réussite, un petit peu comme la mère narcissique, votre réussite lui appartient. Parce que vos réussites vont décorer sa vitrine, en quelque sorte, sa vitrine sociale. Il va se vanter de votre école d'ingénieur auprès de ses collègues, mais il va jamais vous demander si vous aimez bien les études, si vous vous y plaisez, et si, même à la limite, ce à quoi vous voulez faire plus tard. Même si vous, malheureusement, vous préférez être commercial et vendre des assurances, vous pouvez même pas lui dire. Et puis, ça c'est très souvent avec les pères narcissiques, si vous le dépassez, là il va entrer en compétition avec vous. Et ben, alors, il veut bien que vous ayez de bons résultats, il veut bien que vous puissiez le faire briller, mais il ne supporte pas être dépassé par son enfant. Si vous devenez médecin, comme lui éventuellement, il va vous dire un truc du genre, oui, mais tu sais, hein, de mon temps, c'était vachement plus dur, hein, on prenait pas les gens comme ça, hein, c'est qu'il fallait bosser. Et il va toujours trouver l'angle pour rabaisser ce que vous accomplissez. Il va réécrire les scènes de famille à son avantage, parce que il veut toujours sortir grandi de toute expérience. Donc, c'est-à-dire que même si à un repas, il se comporte de façon totalement ignoble, hein, il va gueuler, casser les assiettes, tout ce que vous voulez. Plus tard, il va vous dire, bon, non, j'ai jamais crié. Vous dites, mais attends, t'as crié la semaine dernière, t'as même cassé des assiettes. Oh, où tu vas chercher ça, toi. Et puis, vous finissez par doter de votre propre mémoire, hein, et ça, c'est la réalisation. Et puis, sujet très important très souvent, il tient tout le monde par l'argent. Et ça, il va vous le rappeler. D'accord? Son aide, c'est une dette. Il va financer vos études, ouais. Et à chaque désaccord, il va vous le rappeler. Après tout ce que j'ai payé pour toi, si je t'avais pas payé tes études, tu serais où, toi? Parce que, bien entendu, vous seriez incapable de faire quelque chose par vous-même, hein. Tout ça, ça va être pour vous river au silence. Et malheureusement, ça marche très souvent. Après, il va y avoir des différences, bien entendu, selon les profils des pères. Par exemple, vous allez avoir le père grandiose. Alors, lui, il va vous exhiber, il va exhiber vos diplômes. Alors, les diplômes, ils peuvent parfaitement décorer son bureau, pas le vôtre, hein, pas votre chambre. Il va vous mettre en vitrine, etc. Il va vous exhiber par vos titres à différents dîners et autres. Et puis, une fois la porte refermée, hein, une fois entre quatre yeux, il va vous ignorer totalement.
Le père malveillant, lui, il va vous rabaisser pour se sentir grand. Lui, ça va être le jeu de l'humiliation. Il grandit en vous écrasant. Par exemple, il peut vous avoir collé un surnom humiliant dans l'enfance à un moment donné, ou une histoire humiliante, ou une anecdote, entre guillemets, rigolote, qu'il va ressortir aujourd'hui devant vos propres enfants ou devant des invités, etc. Et le fait que vous vous sentiez gêné ou que vous vous mettiez en colère ou que vous vous sentez blessé, eh ben, ça les fait rire et vous êtes encore montré du doigt. Oh, là, tu vois, il n'a pas avancé, il est toujours comme ça. Un bouboule. Voilà. Et le genre. Le père négligent, lui, il va disparaître décorvé et il réapparaît pour la photo. D'accord? Il va être absent au quotidien. Il va pas être là. C'est pas le genre de père que vous allez voir au rendez-vous médical, réunion parentale, machin, etc. Il est pas là. Il est aux abonnés absents. Mais à la remise de prix et pour la photo, il va être là et il va s'attribuer votre réussite devant tout le monde. Et puis, vous avez le père bien pensant, par exemple, qui va faire passer sa carrière et son statut avant vous, hein, toujours. Toute son identité, à lui, elle vient de son travail, de son argent et de son statut. Et lui, par exemple, bon, il va annuler votre anniversaire pour un déplacement professionnel, puis il voit pas de problème. En fin de compte, vous avez un petit peu l'impression que vous êtes la cinquième roue du carrosse. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ce n'est pas qu'une impression, c'est un fait. Alors tout ça, ça laisse des séquelles à l'âge adulte. À l'âge adulte, vous continuez à chercher son approbation, même à distance. À 40 ans, après chaque réussite, votre premier réflexe, ça va être de vous demander ce qu'il en penserait lui. Mais à la limite, même s'il est mort, ça vous vient à l'idée. On vous contredit, pour quelque raison que ce soit, hein, et dans n'importe quelle discussion, et ça peut être une contradiction totalement légitime, aussitôt vous doutez de vos souvenirs. Ça, c'est une conséquence de la réalisation répétée que vous avez eue. Donc, quand un proche va vous contredire, vous allez céder et vous demandez si c'est encore vous qui avez tout imaginé. Vous confondez exigence et amour dans vos propres relations. Vous êtes capable de rester auprès d'une partenaire ou d'un partenaire qui est dur, qui est critique, parce que cette exigence permanente vous semble familière en quelque sorte. Et, ben oui, d'une certaine façon, c'est rassurant. Et puis, vous vous excusez même avant d'avoir tort. Vous n'avez même pas tort, mais vous vous excusez. Si quelqu'un vous bouscule dans la rue, vous vous excusez. Hein. Quelqu'un vous marche sur le pied, oh, excusez-moi d'avoir mis mon pied sous le vôtre. Hein. On en arrive à ces fins-là. Alors, dans ce cas-là, on fait quoi? Alors déjà, commencez par nommer ce fonctionnement. Parce que tout ce que vous ne nommez pas, vous vous croyez coupable. C'est-à-dire que le nommer, ça vous décharge d'une faute qui n'est pas la vôtre, qui n'a jamais été la vôtre. C'est-à-dire de vous dire, mon père a un fonctionnement narcissique. Si vous voulez pas vous dire, mon père est narcissique, ou ma mère est narcissique, comme on en a parlé plus tôt, dites-vous, mon père a un fonctionnement toxique ou un fonctionnement narcissique. Et surtout, dites-vous ça à la place de, j'ai jamais été un bon fils, ou j'ai jamais été une bonne fille. Tout ça, ça va déplacer le poids d'un coup. Notez les faits par écrit et datez contre la réalisation. Je sais que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit et les gens qui me connaissent savent que la recette miracle du père Malka, c'est papier-crayon. Papier-crayon et écrivez. Un carnet daté, ça fera protéger votre propre réalité. Quand il vous dit « j'ai jamais dit ça », vos notes vous rappellent ce qui s'est réellement passé si il l'a dit, si il l'a fait. Encore une fois, c'est pas pour le convaincre lui, de toute façon, vous le convaincrez jamais de rien. Mais c'est pour vous-même vous remettre sur le sol de la réalité en disant « ça s'est bien passé comme ça, c'est pas moi qui l'invente ». Avec lui, réduisez la prise. Réponse courte, factuelle, sans émotion. Vous devenez ennuyeux, pas de réaction à exploiter. La méthode de la pierre grise. Par exemple, vous avez votre père qui vous provoque sur votre choix de vie pour vous faire réagir. Vous répondez, c'est possible, d'un ton égal. Vous ne développez pas, vous ne défendez pas. Il n'y a pas d'émotion à récolter, il va se lasser. Puis vous avez la version de pierre jaune. Ça, c'est plus difficile. Parce que, par exemple, ce genre de réaction, ça peut être difficile. Je sais pas, moi, vous êtes dans un repas de famille ou à Noël ou ce que vous voulez. Si vous réagissez pas du tout ou un silence total,
ça ferait une esclandre, vous pouvez pas l'ignorer. Donc si devant tout le monde, il vous lance un truc du genre alors, tu es toujours à ce poste totalement débile au ministère, ben, vous répondez très poliment, tout va bien, merci. Et vous relancez sur un sujet neutre, sur un autre sujet. Oh, à propos, tu as vu que blablabla. Courtois, aucune prise personnelle et ça peut même paraître naturel pour les gens, ils vont peut-être même pas remarquer. Vos échanges écrits, vous les cadrez en étant bref, informatif, amical et ferme. Si votre père vous écrit un truc du genre bon bah je t'attends samedi au déjeuner du club, hein, tu t'habilles correctement hein, parce que pour une fois hein, parce qu'il y aura du monde et ça compte. Et ben vous répondez ben merci pour l'invitation, je ne serai pas disponible samedi, bon déjeuner. Voilà. Vous donnez l'information, vous restez courtois, vous ne donnez pas d'explication, parce que chaque explication ou justification ouvre la porte à un conflit. Vous ne relevez ni l'ordre ni la remarque sur votre tenue et vous justifiez rien. Voilà. Et remplacez votre pensée culpabilisante par des constats. Remplacez je suis un mauvais fils de le tenir à distance par j'ai le droit de me protéger d'un fonctionnement qui peut et qui me fait du mal et qui m'a fait du mal. Je veux protéger ma famille de ce fonctionnement, par exemple. Et bien entendu, très souvent, il se peut que vous ayez besoin d'un psy qui connaisse un petit peu ce genre de profil pour vous aider à faire la part des choses, parce que des fois, on peut douter de soi. Donc, ça fait toujours du bien qu'il y ait un professionnel qui puisse vous dire, ah oui, là, vous allez un peu loin, ou qui puisse vous dire, non, là, c'est parfait, ou qui puisse même déplacer l'angle, hein, parce qu'il se peut que vous ayez un mauvais angle, et donc pour dire, ah oui, mais non, ce qui se passe là, c'est qu'il essaie de vous faire réagir sur ça. Pas sur ça. Voilà. Donc ça peut être nécessaire si ça peut vous aider. Et comme ça, vous pouvez peut-être vous en tirer plus facilement. Google, YouTube trouve que vous devriez voir cette vidéo maintenant. Cyril Malka. Cyril Malka, le psyché. Cyril Malka. Cyril Malka, le psyché.